un pédiatre libéral, mais je m'intéresse énormément à l'asthme et bien sûr au contrôle de l'asthme. Alors, merci pour les organisateurs, qu'ils soient visibles ou invisibles. Merci pour le docteur Ziden et merci pour les présents qui vont bien sûr m'écouter. Alors, le contrôle de l'asthme, je dirais en 2 mots, c'est la réactivité du patient, et non pas de la maladie, à tout un environnement médical, comorbidité, etc. On va le voir avec le défilement des diapos. Et je dirais que déjà à l'étape diagnostique, on doit savoir qu'à ce niveau-là, il y a des éléments qui vont interférer dans le contrôle de la maladie. L'anamnèse, le diagnostic de la maladie asthmatique est essentiellement anamnestique. Il faut s'intéresser dès le départ à évaluer l'âge de la maladie qui va intervenir dans la sévérité. Puis, par la suite, la clinique, elle peut être tout à fait normale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas devant un asthme, mais elle peut être contributive, ne serait-ce que sur le plan diagnostique différentiel. Dès le départ, on a notre bilan de base qui est actuellement obligatoire, essentiellement le téléthorax en inspiration-expiration profonde, l'exploration fonctionnelle respiratoire, ne serait-ce que pour mettre en évidence un syndrome obstructif réversible, et puis, bien sûr, le VMS. Pourquoi le VMS au départ? Parce que également, il va interférer dans la réponse à notre thérapeutique par la suite. Il faut définir dès le départ le profil de votre malade et dire que, tiens, je suis devant un asthmatique à profil allergique, ce qui est différent du profil atopique, ce qui est différent du profil non atopique, non allergique, pour des raisons très simples. C'est que le profil atopique peut devenir à n'importe quel moment allergique, et l'allergique en général, c'est un signe de pérennité de la maladie, et probablement qu'on va lui proposer, dans le contrôle de la maladie, une immunothérapie. En deuxième lieu, deuxième étape, en prenant en charge un malade dans le but de le bien contrôler, il faut dès le départ évaluer et le terrain et l'environnement. Le terrain, vous avez toute la pathologie ORL qui va interférer dans ce contrôle de l'asthme, et ne pas traiter ces éléments-là, ça veut dire que, bien sûr, l'asthme va être mal contrôlé. Essentiellement rhinite, sinusite, amygdalite, la peau, le syndrome dermo-respiratoire, et vous le connaissez aussi bien que moi, est un signe de gravité. Le reflux gastro-œsophagien qui peut être lui-même en rapport avec une allergie alimentaire, et bien sûr, l'obésité. Actuellement, il est bien démontré sur des études épidémiologiques que les 2 entités peuvent être associées et que l'obésité est un facteur de gravité dans le contrôle de la maladie asthmatique. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'environnement, surtout chez les malades allergiques, une diminution de la pression allergénique ou éventuellement une immunothérapie qui peut faire évoluer la maladie vers des lendemains un peu plus heureux en réconfortant le malade, tenir compte de la saison des virus, des irritants et bien sûr du tabac. Le tabac, bien sûr, il peut à lui-même faire basculer tout un contrôle, faire un échec à votre thérapeutique. Une fois évalué le terrain avec l'environnement, on va bien sûr évaluer notre arsenal thérapeutique. Et là, c'est la pierre angulaire. En premier lieu, ce sont les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires avec comme chef de file, bien sûr, les corticoïdes. Et en deuxième lieu, les antileucotriènes. Les corticoïdes, vous les avez là, selon le GINA 2006. Ils sont classés en paliers. Vous avez la corticothérapie à faible dose, la corticothérapie à moyenne dose, et puis la corticothérapie à haute dose. On va voir dans les paliers thérapeutiques quel est l'intérêt de cette classification. Et quel que soit le corticoïde que vous allez utiliser chez l'enfant, en général, c'est pratiquement les mêmes doses. Vous êtes en 200 à 200, que ce soit pour la beclométhasone, pour le budesonide, de la fluticasone. Vous êtes entre 200 et 400 pour les mêmes produits, et vous êtes à plus de 400 ou plus de 500 des doses hautes pour les mêmes produits. Les autres médications, je dirais que ce sont des médications essentiellement additionnelles. Un point important, dans le contrôle de la maladie asthmatique, on ne doit jamais voir, par exemple, un bronchodilatateur à longue durée d'action seul chez votre malade. Au contraire, c'est un traitement additionnel qu'il ne faut jamais donner seul. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action,
On peut les utiliser, mais ce ne sont pas des médicaments dans le traitement de fond. C'est beaucoup plus des marqueurs de la gravité de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre malade utilise des bronchodilatateurs à courte durée d'action, plus votre malade est mal contrôlé, plus l'inflammation sous-jacente évolue à bas bruit et probablement d'une manière péjorative. Et je dirais que les bronchodilatateurs à longue durée d'action doivent systématiquement être associés soit en association fixe, soit en association libre aux corticoïdes. Tous ces médicaments peuvent être associés. Un point important, si vous êtes devant une maladie asthmatique et que votre malade ne répond pas à ces traitements, il faut systématiquement revoir votre diagnostic pour une raison très simple. Ce sont des médicaments puissants et dans la majorité des cas, dans 95% des cas, seuls les asthmes sévères, dans moins de 5%, ne répondent pas à ces médicaments bien sûr conduits. Alors, on arrive au palier thérapeutique, l'agencement de ces médicaments, et vous allez voir que toujours dans le traitement de la maladie asthmatique, essentiellement vous avez en premier l'éducation, et je vais revenir par la suite, mais au niveau médicamenteux, le chef de file, c'est les corticoïdes. Et plus vous allez augmenter la dose, plus vous allez augmenter la charge thérapeutique, plus vous allez parler de sévérité. Et actuellement, on ne parle de sévérité qu'après avoir l'impact de la charge thérapeutique chez votre malade et non pas sur la maladie parce qu'il y a un environnement, il y a des comorbidités. Les autres médicaments additionnels viennent s'ajouter à la corticothérapie et vous voyez que, par exemple, dans le palier 2, on peut donner un seul anti-inflammatoire et par la suite qu'on peut les associer sans problème. Et on peut associer également des bronchodilatateurs à longue durée d'action où on peut éventuellement doubler les doses de corticoïdes jusqu'à arriver à la dose maximale et ajouter des médicaments. Tout ceci, bien sûr, dans le but de contrôler la maladie. Mais on va voir comment conduire notre traitement par la suite. Alors j'arrive à la prise en charge et la prise en charge, c'est bien sûr le contrôle de la maladie. Et vous voyez bien que j'ai mis à la fois contrôle de l'asthme en tant que moyen et contrôle de l'asthme en tant qu'objectif. Finalement, c'est un excellent outil qui va me permettre en même temps de traiter mon malade et en même temps d'évaluer mon traitement. Ceci, bien sûr, dans le but d'améliorer la qualité de vie de mon malade, bien sûr, avec le minimum d'effets secondaires et surtout, éviter les exacerbations. Et là, j'ouvre une parenthèse pour définir l'exacerbation. C'est l'ancienne crise et tout symptôme qui perdure dans le temps à plus de 24 heures, il est considéré comme exacerbation. C'est la nouvelle définition de l'AAS en 2009, la Haute Autorité de Santé. Bien sûr, tout symptôme qui nécessite une corticothérapie également considéré comme exacerbation ou toute revue à la hausse du traitement de fond est considéré comme une exacerbation. Les symptômes, vous les connaissez, c'est essentiellement la dyspnée, les sibilants et l'oppression thoracique, éventuellement l'expectoration. Quand on parle de symptômes, c'est moins de 24 heures au maximum. Plus de 24 heures, exacerbation, ça nécessite un traitement à part. Alors, bien sûr, on a parlé du diagnostic, on a parlé de l'évaluation du terrain de l'environnement. J'ai bien évalué mon arsenal thérapeutique, mais la chose la plus importante, la pierre angulaire, c'est l'éducation thérapeutique. Et il faut bien expliquer au malade. Il ne faut pas aller à son encontre, à une confrontation, il faut le mettre de son côté. Il faut lui bien expliquer que c'est une maladie chronique, multifactorielle. C'est beaucoup plus un syndrome lié, bien sûr, aux comorbidités, lié, bien sûr, à l'environnement, et lié, bien sûr, à la maladie. Et je pense que souvent, on a à lutter contre les préjugés, tandis que l'ignorance, on peut la corriger facilement. Et je dirais que, bien sûr, c'est en fonction de cette éducation que j'aboutirai à une meilleure observance ou à une meilleure adhésion. Et dans le meilleur des cas, même si votre malade adhère, ce sont les études qui le prouvent, l'observance diminue avec l'âge, avec la durée de traitement, et puis avec le nombre de traitements. Donc autant traiter
précocement votre malade, c'est les nourrissants qui sont les plus observants parce que c'est les parents qui ont peur. Et puis, la durée, plus votre malade est en quelque sorte diagnostiqué tardivement, plus la durée va être importante. Et bien sûr, il va y avoir un relâchement, et plus le nombre de médicaments va être important, plus l'observance, bien sûr, va diminuer. Et je dirais qu'en expliquant malade, il faut, dès le départ, ne pas hésiter à annoncer le diagnostic le plus normalement du monde et bien expliquer que c'est une maladie inflammatoire paroxystique, que les symptômes ne sont que des marqueurs de la maladie, mais le plus important est de traiter l'inflammation et de ne plus avoir de symptômes, d'où l'intérêt de maintenir au maximum un traitement de fond et d'éviter au maximum un traitement de secours, c'est-à-dire l'apparition de symptômes. Et bien sûr, à la base de cette éducation, il faut bien expliquer que le temps et lui-même fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et vous voyez bien qu'en mettant votre malade sous traitement anti-inflammatoire et éventuellement un traitement de secours au départ, les symptômes vont disparaître rapidement. Et là, si le malade n'a pas bien compris sa maladie, bien sûr, il va arrêter et hop, ça rebelote. Tandis que, vous voyez, les autres paramètres, ils vont mettre beaucoup de temps pour revenir à la normale. Vous avez le VMS qui est là, vous avez le DEP matinal, le débit expiratoire de pointe qui est là, et puis l'hyperréactivité bronchique qui fait partie intégrante de la maladie asthmatique. Elle va mettre beaucoup de temps pour se remettre. Et c'est pour cela que si votre malade n'est pas bien éduqué sur le plan thérapeutique, sur le plan comportemental vis-à-vis de sa maladie, bien sûr, vous allez le revoir fréquemment dans un état de symptômes ou d'exacerbation, c'est-à-dire malade non contrôlé. Je dirais quels sont mes objectifs? J'aurai soit le contrôle inacceptable, sous traitement bien sûr, contrôle acceptable ou contrôle total. Voici l'explication de ces plaques. Le contrôle inacceptable, c'est la non-satisfaction à au moins 3 critères définis par le contrôle, tandis que le contrôle total, c'est la normalité de tous les critères définis par le contrôle qu'on va voir par la suite. Et puis, entre le milieu, vous avez bien sûr le contrôle acceptable. Je dirais un mot par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire le contrôle optimal, c'est le meilleur compromis entre le degré de contrôle, l'acceptation du traitement et bien sûr le confort des malades avec moins d'effets secondaires. C'est ce qu'on peut obtenir sous une pression thérapeutique maximum possible, sans effets secondaires. Voici les niveaux et les critères de contrôle. Vous avez les symptômes qu'il faut évaluer avec l'exploration fonctionnelle respiratoire. Vous connaissez maintenant les symptômes d'une, qui soient dyspnée, expectoration, essoufflement ou sibilance. Les symptômes nocturnes, et sachez une chose, que toute perturbation de sommeil, votre malade qui passe une mauvaise nuit de sommeil est un malade qui est probablement mal contrôlé. Également, la limitation d'activité, il faut qu'il n'y ait aucune limitation d'activité et que votre enfant bénéficie comme un enfant normal de toute activité sportive. La consommation de bêta-2-mimétique à courte durée d'action, aucune. Et puis, pardon, là je ne sais pas, ça ne revient pas. Normalement, ça revient. Ça avance. Il faut que ça recule. Attends. Voilà. On se retrouve finalement. Et puis, vous avez le contrôle partiel si vous n'avez pas de réponse à un de ces critères-là. Mais une chose est certaine, et c'est là l'objectif du contrôle de la maladie asthmatique, pas d'exacerbation sur l'année en cours. Une seule exacerbation et votre malade est mal contrôlé, et j'ai déjà défini l'exacerbation. Voici un exemple, voici les paliers thérapeutiques que je vous ai montrés. Voici l'exemple d'un nouveau cas, asthme.
Alors, vous avez un asthmatique, nouveau cas. Bien sûr, l'âge de la maladie va intervenir, le VMS de départ va intervenir, et le profil allergénique ou pas va intervenir, et puis le phénotype va intervenir. Et puis, bien sûr, le mode d'entrée de la maladie, est-ce que je l'ai diagnostiqué en tant qu'exacerbation ou de symptômes? En cas d'exacerbation, bien sûr, je vais utiliser systématiquement des corticoïdes, que ce soit à faible ou à moyenne dose, éventuellement une association, et je vais me retrouver pratiquement soit au palier 2, soit au palier 3. Tandis que si je suis, par exemple, uniquement dans les symptômes et sans exacerbation, si c'est un phénotype allergique, j'ai le choix entre l'utilisation d'un corticoïde, éventuellement d'un antileucotriène, et puis si c'est un phénotype non spécifique, c'est-à-dire non atopique, non allergique, je peux utiliser aisément un deuxième anti-inflammatoire qui sont les antileucotriènes. Et les symptômes ou l'exacerbation avec rhinite, je peux utiliser éventuellement les antileucotriènes en association avec les corticoïdes. Alors, ce qu'il faut bien expliquer aux malades, et c'est ça le contrôle de la maladie, c'est l'éducation, c'est quand on initie un traitement, il ne faut pas s'attendre à uniquement faire disparaître les symptômes, mais minimum 3 mois de traitement. Et pour bien évaluer l'effet thérapeutique, un minimum de 8 semaines. Alors, ce malade, bien sûr, je l'ai mis sous traitement, je lui ai bien expliqué ce qu'il faut faire et, bien sûr, je veux le réévaluer au bout de 3 mois, voire 6 mois. Et, bien sûr, on va voir selon un calendrier bien spécial. Et la première des choses, quand on veut contrôler ce malade, il faut être simple, pragmatique, et je cherche systématiquement s'il a une exacerbation en cours d'année. Et bien sûr, s'il a une seule exacerbation, je dirais que, tiens, mon malade est mal contrôlé. Et on va voir qu'est-ce que je vais faire par la suite. Sinon, s'il n'a pas d'exacerbation, je vais évaluer les symptômes sur une durée de 12 semaines. C'est-à-dire, de la dernière semaine pour laquelle il est chez moi, et je vais revenir marche arrière jusqu'à 12 semaines. Et je vais rechercher, bien sûr, évaluer le poids des symptômes sur chaque semaine. Et si je trouve plus de 2 symptômes diurnes, ou un symptôme nocturne, ou une chute du DEP ou du VMS, je vais conclure et dire que, tiens, mon malade, il est probablement, partiellement, et je dirais mieux peut-être, mal contrôlé. Mais si mon malade n'a pas eu d'exacerbation, normalité de tous les critères, je dirais, tiens, mon malade, il a un bon contrôle. Et je dirais qu'il est contrôlé et il est non contrôlé. Qu'est-ce que je dois faire? Voici la stratégie descendante, c'est ascendante, c'est-à-dire que mon malade est mal contrôlé. La première des choses à faire, c'est toujours remettre le diagnostic en question, c'est-à-dire aller vers d'autres explorations, soulever des diagnostics différentiels et dire peut-être que je me trompe. La deuxième des choses à faire, toujours évaluer l'observance, c'est un malade bien éduqué qui adhère à son traitement, le milieu de vie, le niveau socio-économique et culturel, et bien sûr, toujours revoir et rechercher d'autres facteurs précipitants, l'obésité, la rhinite, les amygdalites et éventuellement des allergies alimentaires ou un reflux gastro-œsophagien non digestif nécessitant peut-être une pH-métrie. Et je conclurai, tiens, mon malade, il a un asthme contrôlé mais contrôlable, ça veut dire que c'est juste un manque d'observance ou un asthme difficile, probablement qu'il a des comorbidités sous-traitées ou difficiles à traiter, ou bien sûr un asthme sévère comme une charge thérapeutique très importante, mais des symptômes persistants. Et là, je suis pratiquement à 5% seulement de mes malades. Alors, dans le cas où le malade il est contrôlé, ce qui est important, il faut retenir, ne jamais toucher au traitement en saison hivernale. Si c'est un malade qui est récent, il vaudrait mieux ne pas toucher également au traitement et maintenir ce contrôle pendant encore 3, voire 6 mois. Sinon, commencer une descente dégressive en commençant toujours en cas d'association par les corticoïdes à moins de 50%, mais ne jamais laisser un bronchodilatateur à longue durée d'action seul, toujours un corticoïde, ou du moins si on arrive à tout arrêter, le malade peut être contrôlé uniquement
par l'environnement, le contrôle des comorbidités, mais il reste toujours un asthmatique, ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Le calendrier de suivi, vous voyez que il y a des 3, il y a des 6, il y a des 12, tout ceci en fonction de la charge thérapeutique en corticoïdes. Plus vous avez une charge thérapeutique en corticoïdes importante, plus, bien sûr, les contrôles vont être rapprochés. Et pour les fortes doses, tous les 3 mois, pour les moyennes doses, tous les 6 mois, et pas de corticoïdes, bien sûr, 12 mois. Mais il ne faut jamais laisser ce malade libre. Il faut toujours le revoir. Et si j'ai à conclure, je dirais que tout asthmatique doit bénéficier d'un suivi. Ce suivi est à la base du contrôle de la maladie. Ce suivi, contrôle de la maladie, c'est à la fois un moyen et un objectif. C'est le comportemental de tout l'environnement du malade vis-à-vis de la maladie. Donc prendre en charge essentiellement les comorbidités, l'environnement, les anti-inflammatoires bien indiqués, l'immunothérapie dans le cadre d'une monosensibilisation, asthme, allergique, et bien sûr le temps, il ne faut pas être pressé. Et toujours, devant un asthme non contrôlé, se remettre en question, remettre en doute le diagnostic. Et à la base de tout ça, c'est l'éducation. L'objectif, bien sûr, est le contrôle de la maladie. Et merci de m'avoir écouté.